Dans les épisodes précédents, alors que celui qui se faisait appeler le narrateur a subi une défaite cuisante face à Kafka, dans ses derniers instants, il réussit à recréer toutes ses chimères. Seul le druide put s'en échapper. Celui-ci, bien après la bataille, retrouve un des artefacts liés au narrateur. Il se trouve donc investi d'une prophétie. Un peu dépité, celui-ci doit partir en quête. Après une brève rencontre contre Kafka, celui-ci s'échappe et se retrouve face à Nyarlathotep. Il apprend là l'existence d'une seconde fantaisie. Après une discussion qui prouve que les prophéties ne sont pas forcément nécessaires à la fantaisie, le druide récupère la cagoule de Nyarlathotep, révélant ainsi un sombre secret. I do believe anything is possible, and I think you might as well, the writer's allowed to do that. In fact, that's the writer's job, is to think of as many unthought of things as possible. I think the whole multiverse idea, in physics as well as in fiction, was largely a reaction to the Big Bang Theory. I mean, that's what I seriously think is true. That Le pouvoir est, je pense, un animal affamé, dévorant ceux qui le convoitent et ceux qui le haïssent, allant jusqu'à dévorer ceux qui le détiennent. Un souci. Qui me parle? Bienvenue à Tanalorn, mon ami. Je suis arrivé à Tanalorn? Non, pas lui. Est-ce un ami à toi? Tu peux faire quelque chose? Je suis un peu emmerdé là. Je peux l'envoyer ailleurs, genre à Kafka. Puis, il a pas une tête de porte-bonheur. Je connais déjà cet endroit. Ça, c'est parce que tu n'as pas de budget pour changer de décor. Non mais attends, c'est pour me faire tanner, c'est bon, moi je me casse, hein. C'est quoi? Merci de m'avoir aidé, salut, moi je vais vous voir à la prochaine, hein. Non, mais attends, reviens, te vexe pas. Nous y voilà enfin. Il est temps de parler d'un des maîtres de la fantasy moderne. Un de ces grands noms qui a marqué son temps aussi fortement que Tolkien. Il est le vrai garant du renouveau de la fantasy en promouvant autre chose de la fresque épique. Mais il m'a fallu du temps pour enfin apprécier son univers et son talent. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un des grands maîtres de la dark fantasy, Michael Moorcock. Michael Moorcock est né en 1939 à Mitcham, dans la banlieue londonienne, plus précisément dans le Grand Londres, dans le district de Merton. Et il est toujours vivant, ce qui, je dois dire, me fait chaud au cœur. Allons bon, je me suis encore perdu. Ah, te revoilà. Ah, ça y est. Est-ce que tu aurais fini d'être sarcastique ou on peut passer aux choses sérieuses? Ah, tout le monde peut se tromper. Néanmoins, bienvenue ceux qui restent à Tanalorn. Il y a une Tanalorn par dimension. Techniquement, je pourrais demander asile, mais quelque chose me dit que ça va pas se passer comme ça. Disons que Tanalorn a un souci. Nous cherchons le champion éternel de cette dimension. Les champions éternels, ça court pas les rues, hein. Si j'en étais un, ça se saurait. Alors, Tanalorn est perdu. Le traité de Moorcock va être assez intéressant, surtout quand, comme moi, on a fini par le redécouvrir que récemment. Il a écrit quelques petits fanzines personnels tirés à très peu d'exemplaires, donc, à moins d'un gros coup de chance, ceux-ci seront perdus à jamais dans les limbes. Moorcock déclara même dans une interview: En 1954, j'ai monté mon premier fanzine consacré à Edgar Rice Burroughs, Burroughsania, que je vendais au collège. La méthode était beaucoup plus élaborée puisque j'utilisais une duplicatrice Gerstener. Et en 1955, alors que je travaillais comme stagiaire dans un cabinet de consultants, j'ai utilisé leur ronéotypeuse pour sortir une dizaine de numéros supplémentaires du Burroughsania, ainsi que 2 autres fanzines. L'un musical, The Rambler, et l'autre essentiellement consacré au pulp anglais, Book Collector News. Tout cela mènera Moorcock au poste d'assistant rédacteur en chef, enfin plutôt rédacteur en chef de Tarzan Adventure en 1956. Puis, au fur et à mesure des rencontres, de pouvoir faire éditer ce qui est considéré comme sa première publication en tant que romancier, Caribbean Crisis, chez Sexton Blake Library, dont je ne parlerai pas trop ici car ce n'est pas de la fantaisie, mais une histoire de huis clos dans un bâtisphère dans une ambiance mystère-espionnage. Ça me rappelle un autre auteur, mais il faut savoir que Moorcock ne viendra pas tout de suite à la fantaisie, car il écrivit aussi de la science-fiction, bien que l'influence de la fantaisie et des histoires d'aventure ne furent jamais loin. Mon premier livre du genre, je l'ai lu à Paris en 57, au Mistral, qui est devenu depuis Shakespeare & Co. C'était Terminus, les étoiles d'Alfred Bester, que j'ai immédiatement adoré.
mais je me souviens avoir été très déçu de la plupart des autres romans de science-fiction que j'ai lus. Bien sûr, Terminus, Les Étoiles s'inspirent du Comte de Monte Cristo, et Dumas était l'une de mes idoles de jeunesse. De plus, en grand amateur de Burroughs, Moorcock écrira une trilogie parodiant le cycle de Mars, nommée simplement le cycle du guerrier de Mars, récit de science-fantasy, trilogie qui fera partie intégrante au final de la méta-saga du champion éternel, dont Elric est le premier représentant. Nous sommes en 1961. Alors que Moorcock enchaîne les petites histoires pour Tarzan Adventure, il vient de sortir les 2 premières nouvelles basées sur Elric, La Cité qui rêve et Tandis que rient les dieux. Les premiers textes n'ont pas vraiment de chronologie particulière et ne sont que des nouvelles d'Elric. En fait, durant quelques années, les nouvelles ne suivront pas du tout une certaine timeline, et même plus intéressant, elles n'intègrent pas du tout encore le concept du multivers. En fait, ce n'est qu'en rédigeant ce qui deviendra le 5e tome avec Stormbringer que commencera à venir cette idée de plan d'existence différent. Entre les années 1960 et 1970, c'est pratiquement toute la saga d'Elric, ainsi que celle des autres champions qui sera couchée sur papier. Si les premières parutions seront assez facilement classables dans la Sword and Sorcery, genre créé par Howard, petit à petit avec la mise en place du multivers et de l'affrontement perpétuel entre la loi et le chaos, toutes ces sagas ont un point commun qui posera aussi les bases de ce qu'on appellera maintenant la Dark Fantasy. Corum, le héros mutilé de la main et de l'œil, Eric l'albinos, Dorian Hawkmoon, celui qui a eu une gemme dans le front, et Eric Ozé, le névrosé. Ah, je dis Eric Ozé, mais... Eric Ozzy Non. Sont ce que l'on appelle dans le jargon des anti-héros. Ils sont tous très loin des stéréotypes qu'on peut croiser habituellement jusqu'à maintenant dans la fantasy. Regardez, Elric est faible. Cela est dû à la consanguinité chez les Melnibonéens et doit recourir à des potions ou à de la magie pour se maintenir en vie. D'abord classés dans la Sword and Sorcery comme Robert E. Howard, les derniers romans clôturant la saga sont devenus des symboles majeurs de la Dark Fantasy. Corum, dernier représentant des Vadag, se fera greffer une main et un œil aux propriétés bien étranges dans un univers médiéval que l'on pourrait presque classer dans la fantasy classique, divisée en 2 trilogies avec 2 aspects bien différents, mais très teintés par la Dark Fantasy. Dorian Hawkmoon, celui qui se retrouva avec une gemme vivante au milieu du front, évoluant dans un univers baroque, rappelant notre monde vers le 16e-17e siècle. Mais c'est surtout ici que l'on voit l'amour que peut porter l'auteur à la France, en situant la résistance en Camargue. Et enfin Eric Ozé, celui qui se rappelle quasiment toutes ses précédentes incarnations, ce qui va parfois le mener aux portes de la folie, qui se passe dans des divers univers allant du médiéval fantastique au baroque, voire de la science fantasy. De là se greffent de nombreux personnages venant d'autres horizons, mais pour la plupart ils ne sont pas reliés forcément à la fantasy, mais font partie tout de même d'un immense avatar, le champion éternel. Et donc finalement, la Dark Fantasy finira par exploser, et cela bien avant l'affaire du cycle de Shannara. J'en parle, mais j'y reviendrai sur ces histoires, parce que ça commence à me les briser menu, mais comme tous les bons sorts, ça se prépare. Mais en ce qui me concerne, j'ai eu un mal de chien à rentrer dans l'univers de Moorcock. En fait, j'avais fait une première tentative, j'avais même pas 16 ans et j'ai pas réussi à accrocher. Lire du Moorcock quand on a débuté par Tolkien et que l'on comprend pas forcément les clés de la fantasy, ça peut gêner des gens. Ce n'est que récemment, quand je suis sorti du carcan de l'heroic fantasy et donc de Tolkien, que j'ai pu enfin apprécier la plume et les univers de Moorcock, même si je n'ai pas forcément pu apprécier toutes les histoires, au moins actuellement. Bon, évidemment, je donne l'impression de survoler le tout assez rapidement, mais néanmoins, les 4 cycles principaux du champion éternel proposent quelque chose en commun. Ils mettent à bas un schéma classique narratif de la fantasy jusqu'à l'heure actuelle. Ce n'est pas forcément le bien contre le mal. Là, on a la loi contre le chaos. La loi n'est pas forcément le bien et le chaos le méchant. Ce sont des antagonistes qui ont leur propre but et leurs propres alliés. Bien que certaines caractéristiques pourraient être le bien contre le mal, mais c'est beaucoup plus subtil que ça. Oui, et puis bon, il n'y a pas forcément une prophétie, mais juste des champions qui sont manipulés par la balance cosmique. C'est encore quelque chose de différent et vers la fin du cycle, Moorcock retournera ça. Mais bon, je peux pas trop vous spoiler, il faut que vous découvriez ça tout de suite. Immédiatement. Lâchez la vidéo, allez lire du Moorcock, si c'est pas déjà fait. Soyons clairs, Moorcock est un génie. Il a écrit de la science-fiction qui est un genre qu'il adore. S'il n'en lit quasiment plus maintenant, c'est entre autres d'ailleurs à cause de Star Wars. Mais si Ballard a évidemment eu beaucoup de succès, certains autres traversent une sorte de crise depuis que les Star Wars et afférents ont rendu la SF intelligente si démodée. Collatéralement, Star Wars a fait beaucoup de tort en remettant au goût du jour les vieux standards de la SF de gare. Et il posa les bases des romans steampunk avec son cycle Le Seigneur des Airs, mais aussi avec ce que beaucoup considèrent comme le roman qui a propulsé la carrière de Moorcock au firmament de la félicité des romanciers à succès avec Gloriana,
ou La Reine Inassouvie, qui finira avec le prix John Wood Campbell Memorial et le prix World Fantasy du meilleur roman. Rien que ça. C'est un peu triste quand on y repense, quand on aurait dû Moorcock à la fantasy, de passer au travers de tout ça. Mais encore une fois, ce n'est pas par la fantasy que les pros, diront-nous, reconnaîtront Moorcock, alors que la pop culture, quant à elle, s'appropriera essentiellement le personnage d'Elric de Melanie Monet, et ce, à divers niveaux. Ah oui, et avant de plonger dans comment Elric a investi la pop culture, j'ajouterai que dans les dernières parutions de Moorcock, il y a un roman de Doctor Who nommé The Coming of the Terraphil. Mais revenons donc à Elric. Il est devenu LE personnage que l'on rattache à Moorcock au détriment des autres. Et c'est pas compliqué, car lors d'une interview il cita « Je me suis beaucoup identifié à Elric. Elric, c'est moi. Et jusqu'à un certain point, il reste le porte-parole de mes propres réflexions intérieures. Je pense qu'il a su rendre l'atmosphère de son temps et qu'il continue d'exprimer les questionnements des jeunes gens, comme moi. » Mais au-delà d'Elric et de la Dark Fantasy et de la création de la Dark Fantasy en elle-même, Moorcock amena un nouveau souffle dans la fantasy, un genre dominé à l'heure actuelle encore par la vision tolkienienne. Mais de nos jours, on a un petit peu abusé dans la Dark Fantasy. Parce que c'est un anti-héros trop dark et ténébreux, tu vois. Il est torturé, il souffre. Arrêtez, mais genre vraiment, arrêtez. Respectez-vous un peu, bon sang. La Dark Fantasy, ce n'est pas qu'un univers sombre et pesant, ou un anti-héros se comportant comme un sombre idiot à qui on a envie de coller deux baffes pour le remettre dans le droit chemin. Actuellement, beaucoup ont tendance à dire d'un roman que ça tient de la Dark Fantasy. Parce que bon, dès qu'un univers est un tant soit peu sombre et violent, c'est forcément ça. Entre nous, classer Game of Thrones en Dark Fantasy, sérieusement? Vous voulez de la Dark Fantasy moderne et intéressante? Lisez la saga des sorceleurs d'Andrzej Sapkowski. Actuellement, c'est une bonne saga pour se donner une direction de ce que peut être la Dark Fantasy. Et je vais même me permettre une petite digression avec Bloodborne dans le jeu vidéo, qui est un univers de Dark Fantasy extrêmement intéressant. En termes de JDR, nous pouvons prendre Ravenloft, qui est un univers gothique de D&D. Warhammer peut rentrer dans ce cas aussi, un monde baroque comme celui-ci contient des composants de Dark Fantasy. Mais revenons à Michael Moorcock. C'est un auteur avec qui j'ai été longuement fâché. Ce n'est seulement que depuis l'année dernière en ce qui me concerne que j'ai réussi à me réconcilier avec ses créations, même si j'estime Elric un peu trop surcoté en ce qui me concerne. Néanmoins, quand on voit que Pierre Pével et Pierre Bordage ont écrit des nouvelles qui rendent à la timeline officielle d'Elric, on peut se dire qu'on peut redonner sa chance à un personnage comme lui. Moorcock n'écrit plus rien à l'heure actuelle. Il n'a fait que donner son avis dans The Guardian sur quelques livres jusqu'à l'année 2015. Et c'est pas mal de voir qu'un écrivain comme lui a pu faire évoluer les choses bien après avoir laissé vivre son univers chez d'autres écrivains. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais tu as dit que tu allais m'aider? En quoi Tanneland peut m'aider? On a retrouvé une des chimères du narrateur. La tempérance, je crois. Et il t'attend. Pardon? Ok. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de la dernière fantaisie sur Michael Moorcock. N'hésitez pas à partager cet épisode partout sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit pouce bleu. Un énorme merci à Lex Tutor qui a fait les voix pour cet épisode. Un grand merci à lui, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Un très grand merci au tipeur dont le nom apparaît à l'écran. D'ici là, ayez toujours un bon livre de fantaisie à portée de main et rendez-vous au prochain numéro, amis lecteurs.